Ça va le faire. Sur 3 continents. Allez, on y va. Balance. Ok, normalement, c'est bon, c'est en direct sur Facebook également. Voilà, ouais, c'est bon. Écoutez, bonjour, bonsoir à tous. On est très content, particulièrement, vous l'aurez compris, de retrouver aujourd'hui Gabriel Abensour et Emmanuel Bloch. Comme je l'ai dit au départ, moi personnellement, donc je suis Samuel Lejoyeux, je suis vice-président de l'UEJF. J'ai rencontré Emmanuel euh, à New York. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il me semble, lors d'un voyage que l'UEJF avait fait à la rencontre à la fois de la communauté juive de New York et, euh, et, de, et des différentes personnes qui comptent dans cette communauté, dont la voix porte. Et Emmanuel, donc, tu es encore là, donc, à New York, tu es là-bas et ta voix porte dans le judaïsme francophone. Euh, on sait que vous travaillez beaucoup avec Gabriel Abensour. C'est donc Benjamin Ausser qui est délégué national en charge de l'étude juive à l'UEJF qui t'a contacté. Et d'ailleurs, je vais laisser. Donc, moi, je vais juste dire déjà vous remercier beaucoup, vous deux, d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Remercier aussi Benjamin Auxerre pour l'organisation de cette conférence. Et Benjamin, si tu veux bien, je vais te laisser introduire le propos. Ensuite, voilà, on vous laissera la parole chacun votre tour et vous pouvez à tout moment poser des questions donc si vous nous suivez en live sur Facebook, vous pouvez soit nous rejoindre sur le Zoom, soit poser en commentaire du live vos questions, on les fera tourner. Et vous pouvez poser vos questions aussi sur la conversation sur le Zoom et on vous donnera la parole à la fin. N'hésitez pas. Benjamin, je te laisse la parole. Ah. Pardon, attends, t'as pas ton micro 2 secondes. Je quitte ton micro. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, merci Samuel. Samuel avec qui et tout le bureau national de l'UGF, on organise des conférences et des débats depuis Pessar pour essayer un peu de réfléchir à cette fête et aussi à la période actuelle. Donc, on a eu l'idée de faire cette conférence avec Emmanuel et Gabriel pour un peu, voilà, dans nos échanges, il y avait l'idée que la situation actuelle, que ce soit par rapport avec Pessar, mais aussi plus généralement, va introduire alors, peut-être des remises en question ou des changements, des réflexions dans le monde juif actuel, qu'ils soient orthodoxes ou non, etc., mais des choses voilà, à réfléchir. Donc c'était un peu dans cette question, sur ces questions-là qu'on voulait poser et réfléchir. Donc, cette conférence va se passer en 2 temps. D'abord, donc Gabriel va introduire son propos sur notamment comment la réaction de certaines communautés d'un point de vue halachique en lien avec le coronavirus. Puis Emmanuel Bloch va nous faire un exposé plus focalisé sur la question de la santé mentale et parce que c'est important en ce moment, vu par la HALACHA et certaines autres sources. Donc voilà, donc on est très content d'organiser cette conférence ensemble. Je peux aussi signaler que les 2 intervenants ont des origines en Alsace, donc on remarque que le lobby alsacien est encore puissant de nos jours. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole peut-être à Gabriel pour commencer. Ok, bonjour à tous, moi Dim Simra, merci beaucoup donc, pour l'invitation. Alors, Benjamin, tu m'as dit 20 minutes, c'est ça? Oui. Ok, très bien. 20 minutes Ashkenaz ou séfarade, mais comme tu veux. Ça marche. Bon, on va garder les habitudes alsaciennes quand même.
Je vais faire mon intervention en deux temps. Ce qui va m'intéresser, donc ce que je vais partager avec vous, c'est peut-être les grandes questions qui touchent en ce moment le monde juif religieux, surtout au niveau halachique, mais aussi au niveau sociologique, et ça va parfois ensemble, notamment autour je pense, de la réaction qui a été longuement commentée et parfois de façon pas toujours avec sérieux, donc les réactions du monde ultra-orthodoxe en Israël, le monde haredi. Et je vais essayer de présenter une autre vision des choses. Je vais juste dire que ça fait quelques semaines que je travaille sur le sujet aussi en tant qu'avec ma casquette donc je travaille à l'Institut israélien pour la démocratie. Et dans ce cadre-là, on est en train d'écrire une sorte de rapport sur le sujet, mais je vais parler en mon nom évidemment et pas au nom de l'Institut. Mais donc ça sera à la fois sur des questions halachiques qui ont touché l'ensemble du monde juif et à la fois sur des questions plus spécifiques au monde ultra-orthodoxe, qui est peut-être le monde le plus touché, on va dire le secteur juif le plus touché. Déjà, c'est au niveau du nombre de malades, mais aussi au niveau de son fonctionnement, parce que c'est un monde donc, très communautaire. Donc, toutes ces règles d'éloignement social, etc., ont un impact beaucoup plus fort sur ce monde-là. Et il y a aussi moins de connexion à la technologie, etc. Donc, je pense qu'il faut en avoir conscience. Donc, ça va être les deux points que je vais essayer de traiter. Alors, je me lance directement. Je vais commencer, donc, comme je l'ai dit, je vais commencer avec la question, donc avec la situation au sein du monde haredi. Alors, je suis sûr que tout le monde a lu beaucoup de choses et j'aimerais présenter d'abord une vision un peu plus complexe de ce qu'on a pu lire ici et là. Dans une large mesure, il y a eu des réactions très responsables de la part de certains dirigeants du monde haredi, surtout en Israël. Je vais moins m'intéresser au reste du monde juif, mais je pense que c'est aussi vrai aux États-Unis. Et si on parle d'Israël, je pense qu'on peut séparer en trois groupes les réactions. Et les réactions des différents, on va dire, sous-secteurs du monde haredi. On a d'un côté un premier groupe qui est un groupe plus modéré, qui s'identifie beaucoup à l'État, c'est-à-dire qui se voit comme israélien. Et dans ce groupe-là, je pense notamment aux rabbins qui sont liés au mouvement chasse, qui sont en fait des rabbins dont le centre le centre de leur communauté sont uniquement en Israël. Il y a très peu de centres en dehors d'Israël, ce qui est beaucoup moins vrai pour le monde lituanien et encore plus pour le monde chassidique. Donc, la première réaction, c'était ces rabbins-là. Et en fait, c'est une réaction au niveau vraiment des faits qui a été très responsable dès le début, où toutes les directives énoncées par l'État ont été immédiatement acceptées et traduites dans le langage, on va dire, halachique interne à ce groupe-là. Le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, a appelé directement à écouter les directives de l'État. Son frère, le Rav David Yosef, qui est un rav important du monde séfarade haredi en Israël, a appelé, a immédiatement fait fermer sa yeshiva, son collège, etc., des centres d'études importants. Donc il y a eu cette réaction-là dont on n'a pas beaucoup parlé et qui était pourtant une réaction importante. À côté de ça, il y a un deuxième groupe qui est, qu'on va dire, qui est un groupe on peut appeler ça le monde haredi mainstream en Israël. C'est la majorité du monde lituanien et une partie du monde chassidique en Israël. Et en fait, ce sont, si vous voulez, les rabbinim qui sont liés au mouvement politique d'Egal à Torah. Donc au parti politique qui est à Knesset. Donc c'est un groupe qui d'un côté ne vit pas coupé du monde, puisqu'ils ont notamment une application politique, et dans une large mesure vit de plus en plus des processus d'israélisation et de fusion avec le reste de la communauté israélienne. Mais c'est un groupe qui a quand même, qui n'est pas uniquement centré en Israël, puisque l'écho de ce monde-là porte en dehors d'Israël, et aussi des centres. Si on pense au monde chassidique, si on prend n'importe quelle grande chassidoute en Israël, que ce soit les Bez, Vizhnitz, etc., leur centre, leur point de repère, ce n'est pas uniquement Israël, ce n'est pas uniquement la société israélienne, mais c'est aussi en fait leur communauté, la communauté imaginaire de ce groupe-là, qui peut être sur plusieurs continents, qui peut être à la fois à Anvers, à la fois à New York et à la fois à Bnei Brak, par exemple. Donc ce groupe-là, dans une large mesure, a aussi écouté les directives, mais a pris un peu plus de temps avant de réaliser l'importance, on va dire l'urgence de la chose, et a tenté au début on va dire, à rentrer dans une sorte de débat avec l'État, avec les instances d'État, pour tenter de garder quand même les yeshivot ouvertes, de garder quand même les synagogues ouvertes, etc., etc. Mais dans une large mesure, dès le début, il y avait une approche qui n'était pas une approche conflictuelle, et a fini par se ranger, par accepter totalement les règles édictées par l'État.
Et le dernier groupe, c'est celui dont on parle le plus, et en fait, c'est le groupe le plus minoritaire, qui est vraiment une infime minorité du monde haredi en Israël. C'est ce qu'on peut appeler les groupes extrémistes, les groupes fondamentalistes, qui sont des groupes, donc, pour ceux qui connaissent le sujet, on parle d'une partie de ce qu'on appelle le Peleg Yerushalmi, c'est-à-dire un groupe lituanien extrémiste, séparatiste, qui a quitté le mainstream il y a quelques années. On parle de quelques petits groupes qui sont à Mea Shearim, qui sont violemment anti-sionistes. Et dans une large mesure, le rapport qu'ont ces groupes à l'État a aussi influencé leur rapport aux directives. Parce que dans une large mesure, un des problèmes, c'est que si on ne fait pas confiance à l'État, si on estime que l'État d'Israël alors, encore une fois, on peut avoir le rapport pro-État, le rapport relativement neutre et le rapport anti-État. Et là, ce dernier groupe-là, qui est dans un rapport anti-État, va voir en fait les directives énoncées par l'État comme une menace pour la survie du groupe, et ce qui va donc le pousser à adopter des réflexes assez extrêmes de rejet total des directives. Il y a une lettre qui est sortie encore juste avant Pessah par donc ces groupes extrémistes de Mea Shearim, où en fait toute la lettre utilise une rhétorique vraiment une rhétorique de juifs qui subissent les persécutions des Cosaques ou de je ne sais pas quelle autre entité imaginaire anti-religieuse, anti-juive, etc. Et donc toute la rhétorique, c'est que nous sommes en période de persécution. L'État nous persécute, l'État profite de la situation pour porter atteinte à la vie juive, pour nous faire fermer les yeshivot, nous faire fermer les synagogues, mais dans une large mesure, ce groupe est très, très minoritaire. Maintenant, ce qui est intéressant, mis à part donc, la séparation au niveau des différents groupes, c'est qu'est-ce qui va se passer ou quel peut être l'impact, et là, c'est clairement des hypothèses, mais quel peut être l'impact du débat interne qu'il y a au sein du monde haredi. Et là, je pense que le premier élément que tout le monde, qui n'est pas passé inaperçu, c'est la fracture de ce qui a pendant longtemps été la centralisation du monde de la Torah autour d'une figure qu'on appelait en général donc le Gadol Hador, etc. Et en ce moment, au sein du monde lituanien, le Gadol Hador, celui qui occupe le poste, c'est le Rav Kanievski. Et donc le Rav Kanievski, c'était la figure qui, au tout début, au moment des premières directives, des premières directives de confinement, s'était opposée à la fermeture des yeshivot. Et une semaine après, a fait un retour en arrière total et a donc édicté, a publié qu'il fallait absolument écouter toutes les directives et que ne pas le faire était un grave interdit à l'Afrique, etc., etc. En fait, dans une large mesure, ce retour de situation, d'abord, a provoqué pas mal de problèmes au sein du monde haredi israélien, puisque pendant cette semaine, c'était vraiment au début du confinement que ça a commencé, que la situation sanitaire s'est jouée. Et en fait, le monde haredi a été beaucoup plus atteint. Et d'un coup, on voit les conséquences du non-respect des règles au début sur ce monde-là. Donc, il y a le premier élément qui peut être intéressant, c'est peut-être cet élément-là qui est au niveau de la centralisation. Est-ce qu'on est en train de voir une fracture de la centralisation et peut-être que le judaïsme haredi, d'après le corona, ne donnera pas le même, on va dire, la même aura de sainteté à une seule figure centralisée, notamment lorsqu'on réalise que d'autres voix rabbiniques ont eu d'autres discours, et d'un coup, ces autres voix-là, au sein du monde haredi, prennent une autre importance. Je dis aussi en parenthèse que ce phénomène-là de la décentralisation du monde haredi, en fait, il est déjà en cours depuis à peu près 10-15 ans. Celui qui en a beaucoup parlé, c'est le professeur Benjamin Braun, qui était le premier à avoir mis le doigt dessus. Et je pense juste que la crise du corona est peut-être en train de l'accentuer et d'accélérer ce phénomène-là, qui va aussi en même temps avec le deuxième phénomène, qui est le phénomène de l'israélisation d'une plus grande partie du monde haredi, qui veut se fondre à la population israélienne, donc en restant évidemment un monde avec les mêmes croyances et les mêmes pratiques, mais avec un rapport beaucoup moins conflictuel à l'État. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on analyse en fait le discours qui a été employé par les différentes autorités du monde haredi. En fait, ce discours, il est relativement différent d'un mouvement à l'autre. Parce qu'on sait tous que dans la halakha, on a le principe, par exemple, de pikuach nefesh, c'est-à-dire pikuach nefesh, de préserver, donc lorsqu'un danger menace la vie des gens, on peut annuler toute une liste de mitzvot pour sauver la vie des personnes. On peut, par exemple, transgresser Shabbat si quelqu'un est en danger de mort, etc. Le problème, c'est que lorsqu'on vit une épidémie à grande échelle, ce qui se joue est un peu plus compliqué, puisque qui va décider du danger
forcément, ce n'est pas les rabbins eux-mêmes qui vont pouvoir évaluer le danger, mais ils vont devoir se fier aux autorités, aux instances civiles, au ministère de la Santé, aux médecins, etc., etc. Et c'est là aussi qu'on touche à un point de tension au sein du monde Haredi, à savoir dans quelle mesure on est prêt à reconnaître à un État juif laïque la possibilité de nous dire de témoigner de la situation sanitaire et par conséquent d'avoir un impact direct sur la vie juive, sur les pratiques religieuses, sur le Shabbat, sur le minyan, sur les shivot, etc. Et là aussi, les trois groupes donc, que je séparais, on voit qu'ils ont utilisé un discours très différent. Le groupe, on va dire le groupe donc, le plus pro-État, et notamment les rabbins qui sont liés à la chasse, dès le début, on dit que l'État a toute l'autorité pour dire quelle est la situation sanitaire et nous devons lui obéir sans remettre en question quoi que ce soit. Le groupe mainstream a eu plus de mal à dire ça et a utilisé une rhétorique qui parlait moins d'État mais plus des médecins. On fait confiance aux médecins, les médecins dans la halakha ont un certain statut, etc. Et le groupe anti-État, c'était lui qui, entre guillemets, était le plus embourbé, puisque en fait, l'État est vu comme une instance presque, on va dire, ennemie, négative, etc. Et par conséquent, les directives n'ont pas été prises. Les quelques groupes extrémistes qui ont appliqué des directives strictes, par exemple l'Aïda Haredite, l'ont fait beaucoup plus à cause des nouvelles qu'ils ont entendues des branches de leur communauté aux États-Unis, à New York, etc., qu'à cause de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en entendant ce qui se passait à Brooklyn, par exemple, et en entendant les décisions qui ont été prises par les rabbins de Brooklyn et qui appartiennent au même groupe, c'est comme ça qu'ils ont accepté de changer aussi, d'appliquer les directives. Alors ça aussi, je pense que donc, ces deux éléments-là, c'est peut-être les deux éléments les plus intéressants, et s'il y a des questions après, on pourra en parler. La décentralisation qui est en train de se produire, est-ce que d'autres voix rabbiniques au sein du monde haredi vont se faire entendre, et peut-être des voix plus pragmatiques, et l'israélisation d'une partie du monde haredi, qui a justement envie de moins de séparatisme et qui fait de plus en plus confiance à l'État. Et donc, ça a évidemment différentes conséquences, notamment au niveau de l'entrée dans le monde du travail, de l'engagement à l'armée, etc., mais qui sont des débats que je laisse de côté. Maintenant qu'on a parlé du monde haredi, j'aimerais parler d'autres débats qui ont touché le reste du monde juif, peut-être moins le monde haredi, mais qui étaient quand même importants et qui, en fait, qui continuent à agiter le débat juif, le débat religieux en Israël et même un peu en dehors d'Israël. Alors, le premier, je pense qu'on en a aussi beaucoup entendu parler en France, et c'est le fameux débat sur le CEDER, donc avec Zoom, en utilisant Zoom pour se connecter. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails dans tous les cas, c'est derrière nous, donc du coup, ce n'est plus un débat d'actualité, mais son impact est lui intéressant. Je ne vais pas entrer dans les détails des conditions qui ont été mises par les rabbins qui ont écrit ce responsum. Pour résumer très simplement la situation, on a eu, il y a 3 semaines, un groupe de rabbins qui, dans l'ensemble, n'était pas un groupe de rabbins très connu au niveau donc, c'était pas des décisionnaires de première ligne, on va dire ça comme ça, mais qui appartenaient donc tous à la tradition nord-africaine. Donc, c'est un organisme qui s'appelle les rabbins, l'association des rabbins d'Afrique du Nord en Israël. Et ces rabbins-là ont écrit une tchouva, une réponse à l'Afrique, autorisant les personnes en situation, on va dire, de précarité ou de nécessité. Donc, Emmanuel en parlera sûrement aussi après, donc, que ce soit des problèmes de santé mentale ou que ce soit des problèmes affectifs ou aussi des problèmes de personnes qui ne sont pas capables de faire le CEDER toutes seules parce qu'ils ne connaissent pas les textes, etc. Donc, ces rabbins-là ont dit que dans ces conditions-là, on pouvait utiliser l'usage de Zoom pour le soir du CEDER. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas ce débat lui-même qui a commencé de façon assez anecdotique. Il y a 3 semaines, lorsque moi j'ai vu la réponse pour la première fois, je ne pensais pas qu'il allait avoir l'écho qu'il a eu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis 3 semaines, c'est peut-être le débat le plus important au sein du monde rabbinique. Le rabbinat israélien a publié 3 communiqués successifs pour s'opposer à cette décision. C'est-à-dire que du point de vue du rabbinat israélien, c'était peut-être l'activité principale qu'il a eue ces dernières semaines, publier une contre-réponse pour s'y opposer. Et en fait, cette réponse-là, qui a commencé de façon anecdotique, a eu un impact beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer et beaucoup plus large que l'impact qu'elle aurait eu, évidemment, en temps normal, si on n'était pas en période de crise. Au final, des rabbins du monde entier ont réagi et ont rejoint cette décision-là, même souvent avec des formulations, on va dire, plus conservatrices. Mais aux États-Unis, il y a eu le Rav Sherter qui a publié une décision dans ce sens-là. En Israël, il y a
Il y a le Kollel Eretz Remda, qui est du monde religieux sioniste, qui a aussi publié une décision dans ce sens-là. En France, on a entendu, donc en Israël aussi, mais qui est au niveau des rabbins francophones, on a entendu le Rav Boschko qui s'est prononcé pour. Et même au sein du monde Haredi, il y a eu des réactions. Il y a eu la réaction du Rav Zilberstein et du Rav Asher Weiss, par exemple, qui se sont tous les deux opposés, mais qui ont ressenti le besoin d'y répondre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc en fait un débat qui commence de façon assez anecdotique et qui a un impact de plus en plus large, avec des rabbins qui sont en fait des rabbins qui, généralement, on va dire des traditions rabbiniques qu'on a un peu exclues du monde de la halakha ces dernières décennies. Pas du tout parce que c'est des rabbins, entre guillemets, suspectés de libéralisme ou de réforme, etc. Même au contraire, la plupart, c'est des rabbins sfarades très traditionnels. Le plus important d'entre eux, c'est le Rav Eliyahu Abergel, qui est le président des tribunaux rabbiniques à Jérusalem. Mais en fait, parce que ces rabbins-là se sont appuyés sur des traditions qui ont fini à un moment par être éliminées on va dire, du mainstream du monde juif orthodoxe, notamment la possibilité d'utiliser l'électricité pendant Yom Tov. Et avec cette crise-là, d'un coup, ces rabbins font à nouveau entendre leur voix, et le public, donc l'écho est beaucoup plus large. La publication, la demande à la fois au niveau du public, mais aussi les réponses des rabbins qui s'y opposent est beaucoup plus important. On peut se demander dans quelle mesure, en fait, ce retour des voix qui ont pendant longtemps été éloignées du mainstream religieux vont rester avec nous après la crise. Puisqu'au final, le débat a fait qu'aujourd'hui, tout le monde sait, ce qui était quasiment inconnu de la plupart des juifs religieux il y a un an. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux savent qu'il y a eu des autorités rabbiniques importantes, notamment au XXe siècle, qui ont autorisé l'électricité pendant Yom Tov, par exemple. Dans le même état d'esprit, il y a un autre débat qui lui aussi a commencé de façon anecdotique, et j'avoue que je ne pensais pas qu'il prendrait de l'ampleur, mais je vois que son ampleur continue, ça va en croissant et ce n'est pas encore fini. C'est le débat sur le mikvé. Alors, on sait que donc en France, les mikvés ont été fermés, mais dans l'ensemble du monde juif, les mikvés pour femmes n'ont pas été fermés, surtout parce que c'est un point extrêmement tendu pour le monde religieux. Les conséquences halakhiques sont très importantes pour la vie des couples mariés. Et donc ici, il s'est créé une sorte, on va dire, de tension entre d'un côté de plus en plus de femmes qui ne font pas confiance aux rabbins qui leur disent qu'elles peuvent aller au mikvé sans risque, et de l'autre côté, on va dire les institutions religieuses, à part en France, qui continuent à dire que le mikvé pour femmes n'a pas de risque, alors que les mikvés pour hommes auraient eu des risques puisqu'ils ont été fermés. On ne comprend pas très bien sur quoi ça se base. Dans ce cadre-là, d'un coup, c'est fait entendre la voix d'abord du Rav Chaim Amselem tout seul, qui était une voix qui en soi est déjà une voix, on va dire, qui fait partie des voix minoritaires souvent dans les débats halakhiques en Israël. Le Rav Amselem qui lui a écrit tout un responsum dans lequel il envisage la possibilité de se tromper dans... Alors, les gens qui écoutent, je les invite à ne pas se baser sur ce que je vais dire pour décider quoi faire, mais consulter votre rabbin. Et pour faire simple, le Rav Amselem, en se basant sur d'autres autorités rabbiniques, notamment dans l'africaine aussi, a estimé qu'en cas de force majeure, il était possible de se tremper dans une grande baignoire, une sorte de jacuzzi qu'on aurait chez soi, etc., plutôt qu'aller au mikvé. Alors là aussi, ça a commencé de façon anecdotique, avec immédiatement une réaction contre cette décision de la part du rabbinat israélien. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on voit que ce psaque a pris de l'ampleur. On a d'abord le Rav Eliyahu Abergel, qui est donc le Rav Amselem, a publié une 50aine de pages pour défendre son avis. Et là aussi, il a réussi à avoir la Haskama, donc l'approbation du Rav Eliyahu Abergel. Il a réussi à avoir une lettre de soutien du Rav Michael Avraham, un Rav du monde religieux sioniste. Le Rav Boschko aussi a écrit une lettre de soutien. Et j'ai vu hier soir que le même groupe de rabbins nord-africains qui a déjà autorisé Zoom a commencé un débat interne sur ce sujet-là, et il est probable que ces rabbins-là aussi rejoignent l'autorisation formulée par le Rav Amselem. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ces rabbins-là ont mis l'accent sur le fait que une des populations touchées par le problème du mikvé, c'est la population française, puisqu'au final, c'est des rabbins nord-africains, et que ça pourrait peut-être aider les femmes religieuses en France aussi. Donc, juste, je vais conclure avec ça sur ces deux débats-là, le débat du Zoom et le débat du mikvé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être ces deux exemples qui montrent comment la crise liée au corona
a fait réapparaître la voix d'autorité, la voix on va dire des voix minoritaires au sein des débats halachiques, que ces voix-là ont reçu un écho beaucoup plus grand et que dans une large mesure, ces voix-là sont aujourd'hui entendues par un public en fait qui est demandeur, puisque que ce soit dans le cas donc des femmes religieuses qui ont arrêté d'aller au mikvé parce qu'elles ne font pas confiance aux autorités qui leur disent que c'est sûr, mais qui restent quand même avec un problème important dans leur vie privée, comment faire pour continuer à avoir une vie maritale normale et saine, ou que ce soit les personnes qui ont l'habitude donc de fêter le Seder en famille avec leurs grands-parents, etc., et qui respectent Yom Tov et qui n'ont donc pas l'habitude d'utiliser l'électricité, mais qui ont ressenti un réel besoin cette année donc de trouver une solution rabbinique. Et là, d'un coup, ces voix-là ont été entendues. À mon avis, on assiste quand même à quelque chose qui va laisser un impact important, pas uniquement au niveau de ces débats ponctuels-là, mais aussi à un niveau plus large. Qu'est-ce qu'on attend de la part d'un leadership rabbinique? Ce qui est intéressant avec ces rabbins-là, c'est que ces rabbins-là ont tenté en fait de rétablir un leadership rabbinique, j'ai envie de dire, pré-moderne, ou un leadership rabbinique traditionnel, c'est-à-dire un leadership rabbinique qui n'est pas uniquement dans la réaction, en train de maintenir les frontières et de dire on va préserver ça, ceci est interdit, on va mettre des barrières, mais au contraire dans un leadership rabbinique qui est dans la recherche de solutions à des vrais problèmes, avec un point de départ qui est si les gens ont un problème sincère, si on leur propose une solution, ces gens-là ne vont pas en venir à mépriser le respect du Yom Tov ou à mépriser les règles de pureté familiale, mais au contraire vont comprendre qu'il s'agit de décisions ponctuelles pour des problèmes ponctuels qui viennent leur régler un problème. Autrement dit, on est en train de rétablir entre ces rabbins-là et le public un autre contrat de confiance que celui qui s'est instauré, on va dire, les 50 dernières années, qui est un contrat qui est beaucoup plus basé sur le rabbin comme figure qui vient interdire et le public qui tente de contourner l'autorité rabbinique. Là, on a un contrat qui rappelle beaucoup ce qu'on avait notamment dans le monde juif séfarade jusqu'à il y a encore peu, un contrat qui est basé sur la confiance. Les gens veulent respecter les mitzvot, veulent respecter la tradition juive, et les rabbins veulent leur trouver des solutions lorsque ces personnes sont dans une difficulté réelle. Alors, je vais finir avec ça. Je ne sais pas si vous voulez prendre des questions maintenant ou qu'Emmanuel parle et qu'on prenne toutes les questions à la fin. En tout cas, pour moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions, mais du coup, je vais laisser d'abord la parole à Emmanuel parce que j'avoue que c'est une dimension que, pour ma part, en tout cas, je découvre pas mal. On a l'impression que c'est presque quelque chose de politique. J'ai l'impression de voir un House of Cards ou une sorte de, qu'il y a une dimension presque politique de relation entre les gens. Et j'aimerais bien que tu développes par la suite, mais je vais d'abord laisser du coup la parole à Emmanuel Bloch et à chacun, si vous avez par ailleurs des questions, vous pouvez les poser. Emmanuel, je te laisse la parole. Merci beaucoup Samuel, bonsoir à tous. Merci beaucoup à l'UEJF pour l'invitation de parler. Alors j'avais eu beaucoup de plaisir. Vous m'entendez? Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer l'UEJF à New York il y a 2 ans et je vois pas mal de gens dans la liste, des gens connectés, des amis et des gens qu'on connaît de longue date. Je me réjouis d'échanger avec vous tous aujourd'hui virtuellement depuis New York. Voilà, je pense que ce qui est intéressant dans la période que nous vivons actuellement avec la crise qui a des dimensions dramatiques, bien évidemment, pour tout le monde et en particulier pour la communauté juive. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces instants de crise sont aussi des moments où on a l'impression que l'histoire s'accélère et que des choses qui semblaient complètement bloquées, des situations qui semblaient complètement acquises, sont tout d'un coup remises en question par la situation de crise et par les changements. Et en quelques jours ou en quelques semaines, on voit des remises en question de positions ou d'attitudes ou de comportements qui semblaient complètement intouchables. Et dans une grande mesure, le thème dont je vais parler aujourd'hui est la suite de ce dont a parlé Gabriel. Gabriel a parlé de changements possibles dans le rapport, la dynamique interne du monde haredi, du monde ultra-orthodoxe en Israël, dans le rapport à la technologie pendant Yom Tov, dans le rapport peut-être comme on voit les lois du mikvé et le rapport au rabbin. Moi, j'ai voulu vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me semble être très, très intéressant et qui se passe ces jours-ci et ces semaines-ci, je crois directement en rapport avec la crise du coronavirus, qui est une nouvelle compréhension ou une nouvelle prise en compte par le judaïsme,
orthodoxe en tout cas, de la santé mentale, de la dépression, des problèmes de l'isolement, de ce qui se passe dans la tête des gens. Et c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est une thématique qui m'intéresse personnellement parce que d'un côté, je suis avocat et je fais des recherches sur la loi juive et j'enseigne sur le judaïsme. D'un autre côté, je suis marié, mon épouse est docteur en psychologie, enseigne la psychologie, et les questions de psychologie et Torah, c'est des questions que nous discutons aussi des fois, souvent à la maison, et c'est à mon sens une immense thématique qui n'a jamais été discutée réellement. On parle de science et Torah, on parle de Torah et ceci, et de Torah et cela. Torah et psychologie, c'est quelque chose sur lequel il faudra écrire des livres un jour, et je pense que c'est une discussion qui commence réellement à partir de maintenant. Et c'est la thèse que je voudrais dire, qu'il y a un instant d'accélération dans cette prise de conscience de l'importance de la santé mentale. Mais avant de venir à parler vraiment de ce qui se passe depuis un mois ou un mois et demi, je voudrais un tout petit peu retracer, je pense, le débat. Des gens fous ou des gens avec des problèmes mentaux, il y en a eu à toutes les époques. Et donc, historiquement, on trouve déjà des traces dans le Tanakh, dans la Bible. On voit que le roi David est décrit comme ayant des périodes de folie, selon ce que disent les versets. On voit par exemple que le roi Shaoul, avait des moments de dépression, semble-t-il. Alors, on ne peut pas mettre des diagnostics qui correspondraient aujourd'hui au DSM ou à une autre catégorie moderne, mais on voit que le roi Saül avait des moments où il était triste, et David, qui n'était encore pas le roi qu'il allait devenir, David jouait des instruments de musique pour l'aider à retrouver ses esprits. Donc on voit dans les textes les plus anciens que la réalité de problèmes mentaux existait déjà et était déjà quelque chose à laquelle il fallait se confronter. Et donc on a des témoignages historiques. Dans le Talmud, dans le Midrash, dans la loi juive, on retrouve surtout la santé mentale sous l'angle d'une catégorie qui s'appelle le shoté. Le shoté, c'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, qui se comporte de manière bizarre. Et du fait de ces problèmes de santé mentale, il n'a pas toujours le discernement. Et la loi juive, la halakha, analyse ceci sous l'angle de sa capacité à réaliser les mitzvot. Est-ce qu'il a suffisamment de discernement? Est-ce qu'il est suffisamment présent pour mettre les tefilines, pour sonner le chauffard? Et des fois, ça peut donner des circonstances assez dramatiques. Quelqu'un qui est shoté, qui n'a pas le discernement suffisant, ne peut par exemple pas donner de guette, et donc on peut avoir des femmes coincées dans un mariage parce que le mari fou, entre guillemets, ne peut pas la libérer de son mariage en lui donnant le guette. Et on a une grande discussion à l'Afrique sur la définition du shoté. C'est assez intéressant, lorsque j'ai préparé cette intervention, de constater que finalement, il n'y a pas de grande différence entre ce qui se passait dans le Talmud il y a 1800 ans et ce qui se passe de nos jours. La définition du shoté se base sur des symptômes, c'est-à-dire sur des comportements, sur des choses qu'on perçoit extérieurement qui nous paraissent bizarres. S'il y a une personne qui se balade, se promène dans la rue sans être habillée, une personne qui va dormir dans un cimetière, une personne qui a un autre comportement inhabituel, bizarre, qui n'est pas conforme à la norme sociale de manière grossière, cette personne est considérée comme shoté, shota, comme incapable de discernement. Et de nos jours, le DSM, c'est un des grands débats, je crois, qui agite en tout cas aux États-Unis le monde de la psychologie, c'est comment est-ce qu'on définit la maladie mentale. Et il y a peut-être parmi les gens qui suivent des gens qui savent mieux que moi ces choses-là, mais à ma connaissance, le monde de la santé mentale continue de définir et de diagnostiquer la pathologie sur la base de symptômes qu'on peut percevoir de manière extérieure. Et il me semble que c'était quelque chose qui fait débat actuellement dans la communauté scientifique sur la manière de qu'est-ce que ça signifie d'être malade mentalement. Mais sur ce point, en tout cas, on a un accord entre le Talmud et les définitions les plus modernes de la psychologie. Maintenant, une fois ceci posé, il faut quand même dire que les questions de santé mentale n'ont pas été traitées dans le judaïsme, n'ont pas été traitées dans la loi juive jusque très très récemment. J'ai ce livre que je peux envoyer à ceux qui sont intéressés les références, qui parle de l'infirmité
dans la loi juive. Les gens qui ont des problèmes, toutes sortes de problèmes, qui sont sourds ou muets, ou etc., comment est-ce que c'est pris en compte dans le judaïsme. Il y a sur les 230 pages du livre, en tout et pour tout, 6 pages qui parlent de problèmes mentaux. C'est un livre qui a été publié en 2002, donc il y a 18 ans. Et donc, jusqu'à quelques années, les problèmes de santé mentale, en partie, ça correspondait aussi à ce qui se passe dans le monde autour de nous. La santé mentale est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte au cours des dernières années. On essaye d'enlever le stigma social qu'il y a à avoir une maladie mentale. Quelle différence entre une dépression et une pneumonie? Dans les deux cas, c'est une maladie. Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir chercher du soutien. Mais enfin, le monde autour de nous a changé beaucoup et le judaïsme suit, comme toujours, avec un léger décalage. En tout cas, en 2002, ce livre de référence ne parlait absolument pas des problèmes de santé mentale. Je crois que c'est depuis le début des années 2000 qu'on assiste à une légère évolution. J'ai trouvé plusieurs responsables de rabbins qui traitent de ces questions-là. On a une position d'un rabbin qui s'appelle le Tzitz Eliezer, le Rav Waldenberg, qui discute de savoir qu'une personne qui vient de traverser une période de... Alors, ce n'était pas très clair pour moi quel était le problème, mais il y avait un problème mental et il y a souvent des périodes où ça va mieux, et puis ensuite ça va de nouveau moins bien. Il y a une période de rémission. Est-ce que cette personne a le droit de réciter une bénédiction pour remercier Dieu, Birkat HaKomel, remercier Dieu de sa rémission? Ce rabbin-là, Waldenberg, dit absolument, et quand bien même on pourrait suspecter qu'il y aurait d'autres périodes plus tard où ça irait de nouveau moins bien, il faut réciter Birkat HaKomel. Le plus intéressant, c'est encore de parler de la halakha sous l'angle des troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. On sait que la loi juive est parfois focalisée de manière extrêmement intense sur des petits détails du comportement. Comment on peut mettre les tefilines, comment il faut faire le seder, etc. Il y a énormément de détails. Et pour toute une catégorie de personnes qui souffrent de certains troubles du comportement, ça pose des problèmes. Le Rav Asher Weiss, dont Gabriel nous a rapidement parlé dans son intervention, a été confronté à quelqu'un qui lui disait « Mais moi, je n'arrive pas à prononcer le nom de Dieu. Je refais la bénédiction et ma prière des centaines de fois. Ce n'est jamais comme je devrais le faire. » Et on a une personne qui est clairement qui a un problème, qui n'arrive pas à réaliser l'action religieuse au niveau où il le voudrait, pour des raisons qui ne sont pas rationnelles, pour des raisons qui relèvent d'un problème qu'il a dans la tête. Et le Rav Asher Weiss, qui est un possèque, un décisionnaire haredi israélien, très écouté même en dehors du monde ultra-orthodoxe, a dit « La santé mentale est une forme de santé, c'est une forme de pikuach nefesh, c'est une forme de sauver la vie humaine. Lorsqu'une personne comme cette personne-là se met dans une situation absolument impossible, parce qu'il ne peut pas réaliser la mitzvah du fait de sa condition, il est dispensé de prier, il y a une exemption spéciale pour cette personne-là du fait de son problème mental. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense que ça fait partie des gens que je considère comme précurseurs en la matière, des gens qui prennent en compte la réalité mentale de la personne pour donner une réponse. Un autre exemple, toujours pour parler des précurseurs et des choses qui se passent ces dernières années, je suis répondeur encore maintenant mais sur un site que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle She'ela. Le site marche un petit peu au ralenti, mais pendant des années, nous donnions des réponses à l'Afrique aux gens qui s'adressaient à nous. Et nous avions une personne parmi notre équipe de répondeurs, qui s'appelle Matityahu Shilachter, qui est un psychologue de formation. Et quand nous avions des questions, et nous avions beaucoup de questions qui relevaient de la santé mentale, on s'adressait à Matityahu en lui disant « Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux répondre à celle-là » Nous avions des gens qui disaient « Je me sens tellement mal dans ma peau que j'ai envie de sauter par la fenêtre ». C'est des questions qui étaient adressées à notre site. On adresse ce genre de questions à des rabbins aussi. Et nous faisions tout notre possible pour donner un suivi psychologique pour ces gens-là,
Quand nous étions capables d'identifier dans quelle communauté ils vivaient, nous contactions les rabbins, nous contactions parfois la police et les autorités. Nous essayons de suivre du mieux que nous pouvions ces gens-là qui étaient dans une forme de situation de détresse mentale ou sociale. Donc notre site, en tout cas, avait conscience que le rôle du rabbin, le rôle du possèque, le rôle du religieux doit être accompagné par un suivi psychologique. C'était quelque chose qui était très important, qui l'est toujours pour nous. Voilà, une situation donc à grands traits, le problème de la santé mentale comme quelque chose qui a toujours existé, qui a été souvent un petit peu ignoré par le monde juif, mais au cours des dernières années, une certaine, par osmose ou par une certaine prise en compte progressive du problème, de la situation, et on arrive en 2020 à la crise du coronavirus. Et je pense que cet instant de crise est un instant de prise de conscience pour le monde religieux. Alors évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes. Nous analysons tout ça, Gabriel, comme moi, sans aucun recul historique. Donc peut-être que dans 5 ans, on verra les choses différemment. Mais pour ce que j'en vois, les choses changent, et changent très vite. Et il y a quelque chose de très, très intéressant qui se passe à propos du grand débat mentionné déjà sur le Seder Zoom. Est-ce qu'on peut avoir un Seder par Zoom ? Un énorme débat halachique de ces dernières semaines qui a agité les rabbins aux États-Unis et en Israël, mais il y a une ligne de fracture qui existe, je crois, entre Israël et les États-Unis. En Israël et aux États-Unis, à ma connaissance, Gabriel pourra me dire ce qu'il en pense pour Israël, mais j'ai vu une orientation différente du débat. En Israël, on parlait souvent du Seder Zoom, de faire un Seder par Internet, comme une manière de garder contact avec sa famille, avec les grands-parents, avec les parents, de manière de recréer virtuellement le Seder presque normal, qui est une expérience qui rassemble les différentes générations autour d'une même table. Aux États-Unis, le débat a été très différent. Le débat a surtout tourné autour des gens isolés, des gens qui sont seuls, des gens qui ont un problème mental, qui sont confinés à la maison, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, et qui sont un risque, des personnes qui présentent un risque de faire une bêtise ou de se sentir très mal, ou on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Et est-ce qu'on peut permettre à ces gens qui sont en situation de risque, de détresse suite à un problème de dépression ou d'autres problèmes de santé mentale, de se connecter à un Seder Zoom? C'était la question qui a agité le monde des rabbins aux États-Unis. Pourquoi cette différence entre Israël et les États-Unis? Très cyniquement, on va dire qu'il y a plus d'Ashkenaz aux États-Unis et qu'on est tous un petit peu névrosés chez nous. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Il n'y a pas que des Woody Allen dans la communauté Ashkenaz. Je pense que le problème principal, c'est qu'aux États-Unis, comme en France, nous avions 3 jours de Yom Tov. Enfin, nous avions 2 jours de Pessah, puis un jour de Shabbat. En Israël, il n'y avait qu'un jour, jeudi. Ensuite, il y a eu une journée normale, et puis ensuite, on a passé à Shabbat. Donc, il y avait une journée d'interruption. Mais passer 3 jours, nous avons des personnes âgées dans notre communauté à New York, des dames qui ne voient personne, qui ne sortent pas de chez elles, passer 3 jours à la maison, faire 2 Seder tout seul, faire un Shabbat à la maison, il y a de quoi franchement broyer du noir. Et donc, c'était un problème qui a agité les rabbins. Et nous avons eu plusieurs réactions qui se sont succédées. Je me suis sorti tout ça. Voilà. En quelques jours et quelques semaines, nous avons eu des positions qui sont devenues de plus en plus tranchées et de plusieurs manières. Nous avons d'abord eu une position de Rav qui s'appelle Rav Charter, qui est le grand rabbin du monde moderne orthodoxe Yeshiva University, qui a dit s'il y a quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il ne faut surtout pas qu'il hésite à prendre son téléphone pour téléphoner. Il ne faut surtout pas hésiter à être en contact avec lui. Donc, une personne qui présente un risque de pikuach nefesh, de sa vie est en danger du fait de son problème de dépression ou autre, il ne faut pas que cette personne reste seule, il ne faut pas la laisser toute seule. Et pour ces gens-là, il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone. Et cette position a trouvé des échos dans une organisation rabbinique comme le Rabbinical Council of America, l'organisation rabbinique d'Amérique qui a publié le 7 avril une position très très détaillée sur la manière de soutenir les gens en période de coronavirus qui sont isolés, une position qui va dans le même sens.
Mais ce n'est pas que seulement les rabbins orthodoxes modernes qui ont dit ça. Quelqu'un comme le rabbin David Cohen, on va dire, avec l'accent ashkénaze, je ne retrouve pas maintenant cette position. Si, la voilà. C'est quelque chose qui a été publié le 6 avril. Un rabbin Haredi a dit il ne faut surtout pas hésiter à ce que ces personnes-là violent, entre guillemets, le Shabbat ou Yom Tov, ou en tout cas, les lois du Shabbat et du Yom Tov doivent être repoussées pour permettre à ces gens-là d'avoir un minimum de contact social qui leur permettent de survivre et de traverser cette période difficile. Les réactions ont été de plus en plus marquées, je crois, de 3 manières, en tout cas les 3 manières que j'ai vues. Premièrement, il y a normalement une différence entre une sakdid, une position de rabbin qui est donnée de manière privée ou de manière publique. Pour ceux d'entre nous qui ont affaire à des poskim, à des rabbins, on peut souvent trouver des positions surprenantes par leur souplesse, mais ces positions sont données en privé, de tête à tête, entre 4 yeux. Il est assez rare qu'une position soit publiée en disant, ben voilà, une femme a le droit de ne pas aller dans un mikvé et de prendre, trouver dans sa baignoire une solution, ce que la position du Rav Abergel. Dans le cas de la santé mentale, les positions ont été rapidement transférées du domaine privé au domaine public, ont été publiées sur les réseaux sociaux, ont eu un écho extrêmement, extrêmement large. Des positions qui étaient impensables il y a encore un mois ont été propagées et republiées des centaines de fois. Deuxième axe où j'ai vu une nouveauté, il y a eu un appel aux rabbins, qui a été fait notamment par un rabbin qui s'appelle le Rav Mordechai Willig, à dire vous devez laisser votre téléphone allumé pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Vous êtes responsable de communauté. Il peut se passer n'importe quoi parmi les gens dont vous avez la responsabilité. Votre téléphone doit être allumé. Si le téléphone sonne, vous devez répondre. C'est une question de sauver des vies humaines. C'est des choses qu'on n'aurait jamais entendues, je crois, il y a encore quelques semaines, il y a encore un mois. Et la position la plus intéressante encore, ou qui va le plus loin, une position d'un rabbin qui s'appelle le Rav Rosenzweig, qui est un jeune rabbin qui s'intéresse à ces questions-là, qui pose des critères qui vont très très loin. Il dit, qu'est-ce que c'est Pikuach Nefesh? Qu'est-ce que c'est la vie, un danger? C'est très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Mais on sait que s'il y a le moindre doute, le moindre possibilité de risque, ça fait que Pikuach Nefesh, c'est suffisant pour repousser Shabbat ou pour repousser les voies de Yom Tov. Donc la moindre hésitation qu'on puisse avoir, le moindre doute qu'on puisse avoir sur le risque qu'un individu isolé puisse rencontrer pendant Shabbat, pendant Pessah, ça suffit pour lever les lois. Il dit, si vous avez le moindre doute à propos de vous-même, même si vous ne pensez pas maintenant à vous suicider, mais si vous pensez qu'il y a un risque que vous puissiez en arriver là, téléphonez à quelqu'un, téléphonez à des gens de votre famille, téléphonez à des amis, n'hésitez pas une seule seconde, je suis en train de lire la position qu'il a publiée. Si vous êtes dans une situation mentale, il a dit, dans laquelle les statistiques montrent que vous avez une chance d'arriver à un risque de suicide supérieur à 5%, n'hésitez pas, appelez. Si vous avez une histoire de psychose, n'hésitez pas, appelez. Si vous avez une histoire de vous faire du mal, si vous pensez qu'il y a la moindre chance que vous puissiez en arriver dans cette situation-là, n'attendez pas d'être devant le cas où vous êtes dans une situation de détresse. Appelez quelqu'un, prenez votre téléphone, j'ai ma kippa sur la tête, je suis rabbin orthodoxe, je vous dis d'appeler quelqu'un. C'est quelque chose qui m'a profondément surpris. Je pense que ces choses-là sont des révolutions qu'on voit arriver devant nos yeux. Je crois qu'il y a réellement un instant de prise de conscience de ce qu'est la santé mentale, de ce que sont ces risques-là. Et je pense que nous continuerons à voir ça dans les semaines, dans les mois à venir. Je sais que ce rabbin, le Rav Rosenzweig, travaille à écrire un livre sur les problèmes de santé mentale dans le judaïsme. C'est un livre qui va être publié dans les mois qui viennent. J'ai l'impression qu'il rencontrera un écho beaucoup, beaucoup plus fort du fait de ce qui s'est passé maintenant avec le coronavirus. Voilà, je ne sais pas trop où j'en suis par rapport au temps. Si j'ai utilisé le temps qui m'était imparti, je voulais présenter la santé mentale depuis la Bible à travers le Talmud, montrer que ça a changé au cours des dernières années, montrer l'instant d'accélération du coronavirus et ses positions de plus en plus
permissive. Le Rav Rosenzweig a même dit, si ça vous aide de faire de la musique, faites de la musique pendant Shabbat. Si c'est ça qui vous sauve, prenez votre instrument de musique, prenez votre piano, jouez de la musique. Si c'est ça qui vous permet de ne pas être à risque de vous faire du mal, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Ce sont des choses qu'on n'a jamais entendues dans le monde orthodoxe. Je pense que c'est un aspect important de la rencontre entre psychologie et Torah. Je pense qu'il y a d'autres aspects dont il faudra qu'on parle à l'occasion, peut-être une autre fois. Il y a toutes sortes de conflits qui apparaissent entre la psychologie, toutes zones d'interaction en tout cas entre la Torah et la psychologie. Je pense par exemple à la question de la Neshama. Pendant des siècles, on a expliqué des tonnes de choses grâce à l'idée de l'âme. Aujourd'hui, la psychologie explique les mêmes phénomènes en étudiant le cerveau. Mais ça, c'est une autre problématique. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler des questions de santé mentale et comment cette prise de conscience se passe devant nos yeux suite à la crise que nous traversons tous et que le monde moderne traverse. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à toi, Emmanuel. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, vous avez déjà des réactions sur ce que vient de dire votre camarade? Est-ce que Gabriel, tu veux réagir? Ou d'ailleurs, Emmanuel, tu l'as fait un peu, mais si Gabriel, tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'a dit Emmanuel? Non, je pense que c'était qu'on s'est complété. Emmanuel est rentré vraiment dans un sujet à l'Afrique et ses conséquences, donc je pense que c'était vachement intéressant. Moi, je suis resté à un niveau plus, on va dire, extérieur parce que on n'avait pas le temps de développer chaque sujet. Non, mais bien sûr. C'était aussi. Mais merci beaucoup, je trouve ça très intéressant. En fait, c'est deux interventions qui me donnent envie à chaque fois de faire des conférences plus importante dessus parce que ça m'a en tout cas beaucoup intéressé. Alors moi d'abord, avant de laisser quand même la parole, je veux poser alors ma question. Il y a des questions, il y a beaucoup de questions que vous avez vues dans les messages. Hein. Si d'ailleurs vous voulez jeter un coup d'œil, s'il y en a auxquelles vous voulez répondre, mais je vais quand même donner la parole à ceux qui veulent les poser. Mais donc Gabriel, est-ce que à quel point en fait dans ces débats à l'Afrique l'aspect politique est important. À quel point, par exemple, j'avais presque l'impression à t'entendre que ce groupe de rabbinim qu'on fait cette décision sur le Zoom, ils avaient envie presque de faire un coup politique, quoi. À quel point cette dimension-là, elle est importante. Voilà, ça m'a fait penser à ça, quoi, quand même. Une question. Alors, je vais donner mon avis, je vais le dire un peu différemment, c'est-à-dire que je pense évidemment que ces rabbinim-là n'ont pas agi pour des raisons politiques, je pense au contraire qu'ils ont agi pour des raisons halakhiques et parce qu'ils estiment que leur rôle de rabbin, c'est de proposer des solutions halakhiquement valables pour les gens en ayant besoin. Ceci étant dit, je pense oui que le politique il joue un rôle dans le monde de la halakha, surtout aujourd'hui et surtout en Israël. D'abord, je rappelle qu'en Israël, il n'y a pas de séparation entre religion et État et que ça a différentes conséquences sur le monde juif. Par exemple, qui va recevoir le budget d'État pour les affaires religieuses? Ça, c'est une question qui est hautement politique. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose et ce débat-là, c'est-à-dire que les rabbins qui auront des postes officiels auront plus de pouvoir politique pour leurs institutions, pour leurs mouvements, etc., etc. Deuxièmement, au sein même du monde juif, et là je pense que c'est toujours vrai, c'est aussi vrai en dehors d'Israël, et c'était vrai avant la création de l'État d'Israël, comme dans n'importe quel débat d'idées, il y a évidemment toujours des voix majoritaires et des voix minoritaires, pour différentes raisons. C'est-à-dire que parfois les raisons sont valables parce que on a un consensus qui s'est créé pour des bonnes raisons. Dans une large mesure, je pense que le consensus conservateur qu'on a aujourd'hui au sein du monde juif orthodoxe, il s'est aussi créé pour des bonnes raisons. Il répondait à des besoins qui étaient des besoins urgents du début du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, etc. Sauf que je rejoins aussi un peu ce qui a été dit par Emmanuel. Ce consensus-là était figé depuis longtemps, mais ne correspondait peut-être pas plus vraiment à la réalité à l'Afrique de nos jours. Par exemple, un des consensus du monde orthodoxe, c'est la peur de la réforme, de l'assimilation, etc. Et je pense qu'on n'est plus là-bas. C'est-à-dire que si l'assimilation ou si le mouvement réformé était quelque chose qui attirait beaucoup les Juifs qui vivaient en Allemagne au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, c'est plus le cas en Israël au XXIe siècle. Et par conséquent, on va dire, la période de crise
Elle permet aussi une remise en question ou peut-être une réadaptation des consensus au sein du monde juif avec le retour de voix qui sont des voix très traditionnelles, mais qui peuvent enfin réapparaître parce que après qu'on les ait pendant longtemps refoulées. Je dis juste un dernier mot sur la question de l'électricité Yom Tov. Elle est intéressante aussi parce que là, c'est peut-être une question politique interne au monde sfarade. Dans le monde nord-africain, l'électricité était autorisée Yom Tov, pas Shabbat, mais Yom Tov. Alors, je vais faire très simplement, c'était l'avis de 99% des rabbins nord-africains. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi on n'est plus conscient alors alors qu'une bonne partie d'entre nous ici ont des patronymes d'Afrique du Nord? Ça a disparu parce qu'il y a eu une vraie volonté rabbinique, pas d'Afrique du Nord, d'interrompre cela, pour différentes raisons. Une des raisons, c'était parce que ça dérivait trop sur le Shabbat, les gens ne comprenaient pas la différence. Et une autre raison, surtout en Israël, c'était la figure de Rav Ovadia Yosef, qui voulait harmoniser les coutumes juives au sein du monde séfarade. Il voulait que tout le monde séfarade se plie et les mêmes coutumes. Et par conséquent, il avait, lui, personnellement, une sorte, on va dire, de combat contre les coutumes, contre les avis halachiques qui n'étaient pas les siens, en fait, au sein du monde séfarade. Et dans une large mesure, il a réussi. Alors, encore une fois, c'est une position qui avait des avantages et aussi des inconvénients. Mais depuis le décès du Rav Ovadia Yosef, on voit aussi un retour de ces voix-là, des voix des rabbins d'Afrique du Nord ou des rabbins d'Irak, de Syrie, etc., qui avaient d'autres avis halachiques que l'avis du Rav Ovadia Yosef, qui peuvent à nouveau réapparaître. Parce que, on va dire, la figure hégémonique qui est représentée, qui était une figure acceptée par l'ensemble du peuple, précisément parce qu'elle était aussi bienveillante, mais le fait qu'elle ne soit plus là, ça permet à d'autres personnes et à d'autres autorités rabbiniques de se faire entendre. C'est un peu le colonialisme ashkénaze. Alors, pas que, puisque Rav Yosef il était sfarade, mais on peut aussi parler des rapports coloniaux entre juifs ashkénazes et juifs sfarades en Afrique du Nord, c'est sûr. C'est un sujet extrêmement intéressant. C'est mon doctorat, je dis en parenthèse. les rapports coloniaux entre juifs, pas contre juifs, mais en tout cas en Algérie coloniale. Non. Alors, il y avait peut-être donc pour Emmanuel, on nous a ramené donc sur la conversation. Je vais laisser la parole. Alors, je ne sais pas comment vous appelez Atias Gan sur la conversation, mais une référence talmudique sur la question de la santé mentale. Si vous voulez bien prendre la parole pour nous l'expliquer peut-être, et si Emmanuel peut répondre après dessus, si vous voulez prendre la parole. Oui. Super. Alors, est-ce que tu as vu, parce que bon. J'ai vu tout un paquet de réactions et enfin, il y en avait, je crois, 18 quand j'ai fini de parler. Alors, attendez, j'essaye de laisser la parole à Tias Gan. Vous voulez parler, ou sinon je donne moi-même dans le Talmud Baba Kama 8.1. Et est-ce que non, mais alors peut-être appuyer de façon générale sur la question de la santé mentale, justement. Est-ce que c'est un sujet beaucoup dans le Talmud ou pas? Alors, encore une fois, c'est un sujet. Il y a en tout cas, de tête, je ne sais plus ce que dit le Talmud. Baguette. Pardon. Ok. Je ne sais plus ce que dit le Talmud page Baba Kama 8. Ah, je me souviens du 7 et de 9, mais j'ai oublié le 8. Non, il y a plusieurs endroits. Il y a clairement des endroits où la folie apparaît. On a une déclaration de Resh Lakish. J'ai une question. Ah oui. Une seconde. On va la prendre après. Je réponds à Baba Kama 8a que je n'ai pas relu. Il y a un rabbin qui s'appelle Resh Lakish qui a un enseignement qui dit qu'une personne ne fait un péché, ne fait une faute que s'il y a, à la condition qu'il y ait un ruach shtut. Comment vas-tu? Qui s'empare de lui. Peut-être on pourrait mettre sur mute. Merci. La question de la folie, la question du problème mental était discutée, mais je pense qu'elle était discutée en termes assez vagues, pour dire. La santé mentale comme une punition de Dieu, ça on le trouve, c'est déjà dans les versets du Deutéronome. On voit que Dieu menace de punir les Juifs qui ne respectent pas les commandements par le shigaon. L'idée que la folie est une punition ou le résultat de péché, c'est des choses qu'on voit. On voit aussi ce que j'ai discuté, l'idée du choté, la personne qui est incapable de discernement.
on voit cela. C'est clairement les problèmes de santé Intéressant. ont toujours existé, les problèmes de santé mentale ont toujours fait partie de la réalité humaine, et donc ce n'est pas étonnant qu'on les rencontre. Très personnellement, je pense, mais je ne peux pas le prouver, qu'un nombre non négligeable des rabbins célèbres, des autorités rabbiniques au cours des siècles ont eu des choses qu'on aurait catégorisées aujourd'hui comme relevant du DSM, comme relevant de la pathologie. Souvent, certains génies ont par ailleurs des problèmes. Je pense à un rabbin chassidique comme Rabbi Nachman de Breslav, qui semblait clairement avoir des pensées obsessives. Je pense à un rabbi chassidique comme le rabbi de Kotsk, qui, un soir de vendredi, a jeté le verre du kidouche et a hurlé « Let din velet dayan », il n'y a ni juge, ni jugement, Dieu n'existe pas. Il s'est enfermé, un rabbin chassidique avec des milliers de disciples, s'est enfermé dans sa chambre et n'en est plus sorti pendant les 20 années qui ont suivi. 20 ans qu'il a passé enfermé. Je pense qu'on aurait pas mal de gens qu'on étudie aujourd'hui. Alors, le judaïsme les voit comme des gens extraordinaires qui dépassent la réalité de la vie normale, et c'est vrai. Je pense que c'est une question intéressante de savoir dans quelle mesure le monde ne profite pas de gens qui sont un peu différents. Il y a toutes sortes de personnes dont on a suspecté qu'elles étaient Asperger ou sur le spectre de l'autisme avec des capacités mentales hors du commun. Il y avait ce fameux juriste anglais, le nom m'échappe maintenant, je sais qu'il y a eu des discussions sur Kant, les gens qui ont été capables de faire des systèmes de pensée complètement systématiques et extrêmement vastes, et qui par ailleurs avaient une vie sociale extrêmement réduite. Il y a souvent eu des gens pour se demander s'ils n'avaient pas par hasard tel ou tel diagnostic ou autre. Quelqu'un comme le faux messie Shabtai Tzvi, qui a créé le plus grand mouvement de faux messianisme de l'histoire juive. On pense qu'il était maniaco-dépressif. Ses disciples parlaient de ces périodes de lumière et d'obscurité. Il y avait des moments où il ne dormait pas la nuit et était extrêmement créatif. Il y avait des moments où il n'arrivait pas à se lever de son lit, tellement oui. Donc, probablement un trouble maniaco-dépressif. On ne peut pas, on l'avait pas expliqué. Mais voilà, donc la santé mentale est quelque chose qui a rencontré, qui a été impacté, le judaïsme a été impacté par la santé mentale, mais aujourd'hui, on a une rencontre avec, je pense, la psychologie et la psychiatrie comme discipline médicale, comme discipline scientifique, et c'est quelque chose qui est nouveau. Merci beaucoup, Emmanuel. Si je peux vous demander, notamment à ceux qui arrivent là, de ne pas ouvrir vos micros parce que ça gêne évidemment la conférence. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vais donner la parole maintenant pour une autre question parce qu'il y a eu un débat qui s'est lancé sur la boucle à Johan Soufir, si tu es là, et voilà, qui avait une question à Gabriel en l'occurrence. Non. C'est Emmanuel. Johan, est-ce que tu es là? Tu as la parole normalement. Alors la question était, s'il arrive, Johan, la question était de savoir si on pouvait qualifier certains ultra-orthodoxes qui ne respectent pas les consignes sanitaires en Israël de chassid choté. Gabriel, tu peux commencer à répondre. Ouais, je ne sais pas ce que c'est pour Emmanuel ou pour moi, puisque chassid choté, ça fait peut-être allusion à des problèmes de santé mentale. C'est entre les deux, c'est une question pour les deux. Il a réussi à trouver une question. C'est pour ça que moi je disais Emmanuel et Samuel disait Gabriel. Mais peut-être alors vous pouvez chacun répondre. Moi je vais dire juste une phrase, après je vais peut-être Emmanuel compléter. Moi je veux dire que je vais encore rester à un niveau descriptif. Au sein du monde, donc au sein du monde ultra-orthodoxe, la plupart des rabbins se sont opposés, donc ont appelé au respect total des directives. Et ces rabbins-là ont aussi en fait qualifié de façon beaucoup plus dure les personnes qui ne les respectent pas. Par exemple, le Rav Kanevsky récemment et le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, encore juste avant Pessah, ont qualifié les personnes qui ne respectent pas les directives de Rodef, de Rodfim. Rodef, c'est une catégorie halachique beaucoup plus dure parce que Rodef, ça fait allusion. Rodef veut dire que c'est quelqu'un qui met de façon directe la vie de quelqu'un en danger de mort. Et chassid choté, du coup, ça a lieu. On lui fait on lui fait une dérogation puisqu'on estime qu'il n'est pas assez conscient. Rodef, ça veut dire que cette personne-là, on doit l'écarter absolument pour éviter qu'elle mette en danger les autres. Emmanuel, si tu veux compléter.
Non, non, je suis tout à fait d'accord. Chassid Choté, à la base, je ne crois pas que c'est un rapport avec la santé mentale. C'est le cas d'une personne qui voit une femme qui se noie dans la rivière. De mémoire, c'est ça le cas discuté par le Talmud. Qui ne va pas la sauver parce qu'il ne veut pas se compromettre avec une femme, il ne veut pas toucher une femme. Alors, il est un chassid parce qu'il est très, très strict sur les lois de distinction entre les sexes, entre les genres. Mais c'est aussi un choté parce qu'il est complètement idiot. Il est censé sauver une personne qui se noie. Et donc, oui, je ne crois pas que ça s'applique directement. Et je pense que les catégories de RODEF, de mettre en danger, les catégories qui permettent de mettre en avant la responsabilité sociale que chaque personne qui ne respecte pas la distance sociale met en danger d'autres personnes, je crois que RODEF me paraît beaucoup plus adapté, effectivement, que Chassid Choté. Mais j'ai beaucoup aimé la question, en tout cas. Ben, écoutez, merci beaucoup. J'en ai vu passer. Ah, Benjamin. Il faut juste qu'on te retrouve dans la liste. Alors, la technologie et nous, c'est. C'est bon, là. Ah, mais magnifique. Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Tu contrôles autant le Zoom que nous. Je suis un hacker. Alors, c'était une question à Gabriel ou Emmanuel. C'était un peu, tu étais revenu sur, on va dire, le leadership dans le monde orthodoxe, notamment avec la figure du grand de la génération du Gadolador avec le rabbin Kanievski. Est-ce que cette figure et cette idée de connaissance de la Torah, de Da'at Torah qui surplombe un peu tout, est-ce que c'est partagé dans tout le monde orthodoxe, que ce soit Séfarad Ashkenaz, les Ashkenaz entre les Chassidim et les autres plus lituaniens, etc., ou ça fait débat au sein même du monde orthodoxe, cette vision du leadership du Rav Kanievski? Manuel, tu veux répondre? Je crois que tu as suivi ça plus que moi. Je vais te laisser répondre à cette question-là, si ça t'embête pas. Ok, alors je vais essayer, et Emmanuel peut-être complétera. La notion il y a deux notions et qui, on va dire, qui forment peut-être la base du monde Haredi aujourd'hui et qui différencient le monde Haredi du reste on va dire, de l'orthodoxie au sens large. C'est la notion donc c'est surtout la notion de Da'at Torah et d'Emunat Rachamim. Da'at Torah, ça veut dire, alors Emunat Rachamim, c'est-à-dire la confiance envers les sages, et Da'at Torah, c'est aujourd'hui. Donc Da'at Torah, c'est une expression qu'on trouve dans des sources beaucoup plus anciennes, mais dans sa version moderne, c'est cette croyance selon laquelle les grands de la génération, un autre concept qui est aussi dans une large mesure moderne, les grands de la génération peuvent se prononcer sur des questions qui ne sont pas des questions d'ordre halachique, qui ne sont pas des questions qui sont liées, on va dire, à leur sujet d'expertise, et que leur point de vue, en fait, a beaucoup de valeur, ou leur point de vue est forcément juste. Donc, ça peut être comme en ce moment sur faut-il ou non écouter les directives, faut-il ou non fermer les yeshivot, et ça peut être sur des sujets beaucoup plus vastes. Pour quel parti politique faut-il voter, faut-il ou non autoriser les universités pour les femmes charédiotes en Israël, débat qu'il y a eu il y a quelques années, etc. Cette notion est devenue très importante au sein du monde charédi avec les années. Encore une fois, celui qui a beaucoup travaillé le sujet, c'est le professeur Benjamin Braun, qui est aussi, qui est aussi le directeur de thèse d'Emmanuel et aussi mien maintenant. Mais alors, je ne sais pas ce que la séparation ici, elle est au niveau des Sfarad et des Ashkenaz, elle est vraiment au niveau des Haredim et des non-Haredim. C'est-à-dire que dans le monde Sfarad, il y a 30-40 ans, cette notion, elle n'existait absolument pas. Ça ne voulait rien dire, le Da'at Torah en Afrique du Nord. Mais dans le monde Ashkenaz, il y a 100 ans aussi, ou à part peut-être en Europe de l'Est, dans quelques endroits assez petits. Mais dans une large mesure, aujourd'hui, pour les personnes qui vivent au sein du monde Haredi, c'est une notion très importante. Ceci étant dit, c'est aussi une notion qui est en train de s'effriter. On estime que l'un des derniers grands représentants du Da'at Torah en Israël, c'était le Rav Shach, qui a dirigé le monde Haredi avec un leadership très important et très significatif. Et il est décédé, j'ai un doute, au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Emmanuel, j'ai raison. Je crois 2001, si je ne me trompe pas. Après, il y a eu le Rav Eliashiv qui a pris la succession et ça s'est relativement bien passé. Mais depuis le décès du Rav Eliashiv il y a quelques années, on a vraiment commencé à voir l'effritement, puisque en fait, il n'y a pas eu de consensus au sein du monde lituanien sur le nouveau leader qui va diriger le monde Haredi. Il y a eu deux leaders qui ont été choisis, qui étaient Rav Sheiman et Rav Kanievski. Une partie du monde lituanien a quitté et est partie à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le Peleg Yerushalmi, un groupe assez extrémiste qui a refusé cette autorité centrale. Et en fait, dans une large mesure, ce qu'on est en train de voir, c'est la suite de cet effritement.
C'est encore une notion qui est très, très importante dans le monde Haredi, mais je pense, oui, que c'est une notion qui est en train de s'effriter et clairement, la crise actuelle, elle ne fait que l'accentuer. J'ajoute aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, c'est une notion qui est transnationale. C'est-à-dire que le Gadol Hador, a priori, a son mot à dire sur l'ensemble du monde juif. Pas uniquement sur ce qui se passe à Bnei Brak, mais aussi sur ce qui se passe à New York ou sur ce qui se passe à Paris, etc. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-là, il y a eu cette décision du Rav Kanievski de ne pas fermer les yeshivot le 15 mars. Donc, contrairement à Israël a décidé de fermer les lieux d'études le 15 mars et le Rav Kanievski s'est opposé à la fermeture des yeshivot pendant une semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà à ce moment-là, au sein du monde haredi israélien, il y a eu des voix contraires. Et c'est pas facile de faire entendre, lorsqu'on a un rabbin haredi, de faire entendre une voix contraire à celle du Rav Kanievski. Mais en soi, ça a été possible. Et au niveau du monde américain aussi, il y a eu plusieurs voix contraires. Et en fait, les rabbins américains ont agi comme s'ils n'avaient pas entendu la décision du Rav Kanievski, avec différentes réponses à eux, en disant le Rav Kanievski a parlé pour Bnei Brak, mais pas pour New York, pas pour l'Eikoud, etc. Mais en réalité, ce qui était en train de se jouer, c'était en fait un effritement de cette notion-là qui était tellement centrale pendant longtemps. Merci beaucoup. Ah, pardon. Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que Gabriel a été très complet. Juste pour dire, j'ai quelques amis dans le monde, j'ai pas mal d'amis dans le monde ultra-orthodoxe. J'ai passé 10 ans de ma vie, grosso modo, dans ce monde-là. J'ai un ami qui est encore dans le monde chassidique, avec qui j'échange de temps en temps, notamment sur ces questions de Da'at Torah. Et je lui ai posé la question, parce que lui, il vit ça au jour le jour, et je lui ai dit, tu crois que ça va changer quelque chose? Sa réaction, je vous la donne, et encore une fois, personne ne sait exactement ce qui se passe. Mais il me dit, il y a des gens pour qui ça va changer quelque chose. Des gens qui sont un petit peu connectés aux réseaux sociaux, sont exposés à des points de vue, comprennent le problème. Il y a des gens il y a une certaine prise de conscience chez les gens qui sont un peu ouverts au monde extérieur. Probablement pour une partie des fidèles qui vivent complètement au sein de la bulle du monde orthodoxe, c'est pas évident qu'il y ait une grande remise en question de l'autorité de Da'at Torah en tant que telle. Mais on voit clairement, il y a par exemple un site orthodoxe israélien qui s'appelle Tzarich Iyun, qui présente des voix orthodoxes et un débat sur plein de sujets qui agitent le monde orthodoxe en interne. Et on voit qu'il y a des questions qui se posent sur est-ce que vraiment l'autorité du rabbin et qu'est-ce qui s'est passé, comment on a pu arriver à une telle situation où aujourd'hui, je crois, la moitié des hospitalisations viennent du monde haredi en Israël, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas s'il y a des chiffres officiels, mais c'est proportion 50%. Que ce que la population orthodoxe représente en Israël se retrouve hospitalisée. Et oui, alors Gabriel a tout à fait raison de dire qu'il y a une espèce de déconnexion entre le monde orthodoxe américain et le monde israélien, dont des cas précédents, lorsqu'il y avait un conflit, par exemple le Rav Feldman à Baltimore, systématiquement disait qu'il annulait sa vision devant celle de Rav Kanievski, quand il avait une position divergente, il était mais va-t-elle date. Il rétractait sa position lorsqu'il divergeait de celle de Rav Kanievski. Dans le cas qui nous occupe, sans le dire et sans faire des effets de manche, le Rav Feldman a donné des instructions qui étaient différentes de celles du Rav Kanievski en Israël. Donc il y a une certaine ligne de tension qui est apparue au grand jour avec cette crise, absolument. Merci. Il y a une question que j'ai vue passer, alors je la retrouve plus, mais je vais la dire de tête. C'est une question technique, mais relativement intéressante et qui, je pense, pourrait s'étendre à plein de sujets dont on a parlé. On est en période de crise, il y a des décisions halachiques qui sont prises, des différentes décisions halachiques qui sont prises que vous avez mentionnées. Est-ce que ces décisions vont être maintenues après, quand la crise sera terminée et même j'allonge la question sur ce dont on vient de parler. Est-ce que ces tensions, ces lignes de tension qui existent, par exemple, entre le monde haredi à Jérusalem et le monde haredi à New York et aux États-Unis, est-ce que cette ligne de tension, vous pensez qu'elle va être maintenue, que c'est une évolution qui s'installe, ou alors que c'est vraiment une parenthèse historique majeure voilà. Voilà, c'est une question qui pourra conclure cette conférence. Personne ne sait vraiment, mais d'un autre côté, on peut vous dire, personne, on le verra. Moi, personnellement, ce que j'imagine, c'est que ça va dépendre un petit peu du sujet. Pour la santé mentale, je prends le pari qu'on va voir quelque chose qui va continuer et s'intensifier. Pour la position sur le mikvé, j'ai énormément de mal à imaginer une position souple s'agissant de ne pas aller au mikvé et de trouver d'autres solutions. Je ne crois pas du tout.
Torah, je crois que c'est très possible, mais je ne veux pas prendre de position personnelle. L'utilisation de technologie Yom Tov, je doute que ça dépasse la crise actuelle, mais je ne suis pas sûr. Gabriel, comment tu vois les choses? Je pense que ça va avoir, selon les sujets, on va avoir des résultats différents. Alors moi, je ne m'attends pas aussi à une révolution radicale, mais je pense oui qu'on peut avoir un petit, on va dire un changement qui va dans le sens de ce que j'appellerais une plus grande décentralisation des communautés, etc. C'est-à-dire que, pas forcément en s'opposant et en se divisant, mais avec cette idée-là que des rabbins, en fait, comme c'était le cas encore jusqu'à il y a encore quelques décennies, avec le fait que des rabbins ont une autorité sur leur communauté et qu'une décision faite par tel ou tel rabbin est légitime, même si un autre rabbin ne la partage pas. C'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu dans le monde juif en fait, du XXe siècle, qui s'est beaucoup centralisé dans le monde haredi, mais pas que le monde haredi, avec l'institution qu'on a, voilà, le rabbinat israélien, qui est une institution aussi qui vient centraliser et qui est beaucoup contestée en ce moment et encore plus pendant la crise. En fait, d'un coup, on a cette décentralisation-là qui vient dire d'autres voies rabbiniques peuvent être légitimes au sein du monde de la halakha, même si ce n'est pas forcément la vie mainstream. Par contre, concrètement, sur les cas qu'on a cités, le mikvé, comme Emmanuel, je pense que ça n'aura pas d'impact au-delà de la crise. Et au passage, même les rabbins qui se prononcent en ce moment pour cette solution-là disent et soulignent que c'est uniquement pendant la crise, mais ça peut, oui, donner un nouvel écho à ces rabbins-là. Un nouvel écho, et du coup, ces mêmes rabbins peuvent se prononcer sur d'autres problèmes en ayant un avis qui peut être différent de celui du Rav Kaneski, de celui du rabbinat israélien, etc. Et ça, c'est intéressant. Je pense, oui, au sein du monde haredi, les changements sociologiques vont continuer, mais dans une large mesure, tout ce que j'ai décrit, c'est des changements qui sont déjà décrits qui ont commencé vraiment il y a déjà 15 ans et qui ne font qu'avancer au fur et à mesure. On n'en a pas toujours conscience. Donc, je pense que cette crise, elle va accentuer ce changement-là. Ça ne va pas révolutionner le monde haredi en 2 jours, mais un élément principal pour Israël, c'est vraiment je l'ai dit au début, l'israélisation d'une partie du monde haredi, qui est dans tous les cas déjà en marche et qui, là, à mon avis, va s'accélérer. Peut-être aussi avec le monde rabbinique, puisque là, c'était quelque chose qui venait du bas, d'une partie de la population harédite qui voulait aller vers plus, on va dire, vers une vie moins séparatiste. Et là, je pense qu'il y a plus de voix rabbiniques harédites qui vont défendre cette vision-là du monde. Je rajoute un dernier point qui est lié aux technologies, puisque ça a été cité plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est que dans les centaines de documents rabbiniques que j'ai lus ces derniers temps, beaucoup de communautés, et surtout les communautés séparatistes les plus, on va dire, les plus fermées, les Satmar à New York ou l'Aïda Haredit, etc., ont souligné dans leurs lettres internes l'importance de faire attention de ne pas accéder aux technologies malgré les tentations en ce moment. Puisqu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus dur qui se joue pour le monde ultra-orthodoxe. C'est que voilà, nous, on est en train de continuer notre vie de façon relativement normale en échangeant via Zoom. On continue à travailler, etc. Les juifs religieux non harédis ressentent quand même beaucoup de changements pendant Shabbat parce qu'ils n'ont justement pas accès à Internet et donc ne peuvent pas prier avec leur communauté, etc. Pour le monde harédi, c'est beaucoup plus extrême parce qu'une bonne partie du monde harédi n'a pas accès à Internet en Israël et par conséquent, il n'y a plus rien pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prières publiques, il n'y a plus d'études à 2 ou à 3 ou en yeshiva, etc., etc. Donc le risque est perçu par les autorités rabbiniques qui essayent de mettre des barrières. Mais ce qui est, oui, très intéressant, c'est que là, on sait déjà, il y a les chiffres qui sont tombés à 3 jours. En Israël, le Bezek, le serveur, donc le fournisseur principal d'Internet en Israël, a indiqué qu'il y a eu une augmentation de 40% de la demande de connexion à Internet dans les zones haredites en Israël. Et là, à mes yeux, c'est encore une fois, c'est pas un changement radical parce que c'est un phénomène qui avance déjà, mais ça vient accélérer des processus qui sont déjà en place. La connexion à Internet dans le monde haredi, elle veut dire modernisation, elle veut dire israélisation et elle veut dire une vision beaucoup moins séparatiste des choses. C'est-à-dire que le monde haredi, il est déjà très très large, il n'est vraiment pas du tout homogène. Et on a déjà une partie de plus en plus conséquente de ce qu'on appelle les Haredis modernimes, les Haredis modernes qui travaillent, qui font de plus en plus d'études, qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles où on apprend aussi des matières profanes, etc. Ces gens-là, en fait, c'est clairement ces parties-là qui sont en train de gagner en force. Mon avis personnel, ma petite vision des choses, c'est qu'après la crise, il va y avoir 2 courants qui vont être renforcés. Les modérés, donc les Haredim modernes, et les extrémistes. Je pense que le mainstream va se séparer, va continuer à aller vers un des 2 côtés, parce que c'est souvent ce que font les crises. Elles accentuent des phénomènes déjà en place, entre un côté séparatiste qui va dire on a fait que toute acceptation de choses modernes ou de technologies ou de l'État d'Israël
n'a fait que nous porter tort et donc on va encore plus refermer les barrières. C'est ce qui se passe déjà avec une partie du monde lituanien, le Pedagogue Yerushalmi qui a quitté le Bercail. Et l'inverse, à mon avis, plus qui vont aller de l'autre côté, qui vont dire on veut quelque chose de plus modéré, de moins séparatiste. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette conférence. C'était extrêmement intéressant, j'ai trouvé, et je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de pouvoir vous inviter, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Là, c'est sa façon ashkénaze de vous inviter officiellement à venir et revenir et revenir. Et en fait, ça nous ferait beaucoup plaisir. Et là, à l'international, comme ça, en Zoom, c'est possible. Hein. On va pas dire qu'après le confinement, ce ne sera pas possible de se retrouver comme ça et de rassembler. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on pourra continuer à faire des conférences sur Zoom, même lorsqu'on aura repris le quotidien? Mais vraiment, on se pose la question parce que c'est vrai que cette conférence-là, on l'aurait jamais organisée sur Zoom, mais elle aurait jamais pu se faire sans le confinement finalement. Et ça donne envie. Là, je me dis, ça donne envie de la refaire, etc. Est-ce qu'on va continuer? Peut-être. En tout cas, si vous êtes au rendez-vous, voilà, il faut. C'est important un Marocain. Avec soi, voilà, qui sait faire des invitations, même s'il est blond et qui ressemble beaucoup à un ashkénaze. Voilà, qu'on n'a pas présenté, mais Youssef Murciano, qui est secrétaire national de l'UEJF. Enchanté. Merci beaucoup à toi, encore une fois, Benjamin Auxerre, délégué national à l'étude juive. Merci beaucoup à vous tous. Alors oui, je suis désolé, je voulais rajouter ça. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur la conversation et on n'a pas le temps, évidemment, de toutes les prendre. Je crois que chacun l'a dit, que ce soit Gabriel ou Emmanuel, ils sont disponibles pour prendre des questions éventuellement sur les réseaux sociaux. Je crois vous pouvez leur parler, les suivre, leur parler. Et donc n'hésitez pas à le faire. Et on est désolé d'avoir on peut évidemment pas prendre toutes les questions. Mais allez leur poser et vous pouvez retrouver tous nos événements à nous sur la page de l'UEJF. N'hésitez pas et à très vite pour d'autres. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir, Madim Nesimcha, Chag Sameach à tous.